Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui me connaissent, je travaille sur les questions de climat, on va dire sur la vulgarisation des questions de changement climatique depuis quelques années. J'ai dirigé The Shift Project, que vous connaissez sûrement, pendant 6 ans, jusqu'à l'année dernière. Et aujourd'hui, je continue mes activités de formation sur le climat. Et je suis également en train de réfléchir à mon futur métier qui, quand on a bossé dans un truc comme le Shift, on s'est habitué à bosser dans un boulot où il y a du sens, de l'intérêt intellectuel et tout ça. Et donc, le prochain job, il va falloir que je me le fabrique parce qu'il n'existe pas déjà. Donc, je suis en train de bosser là-dessus. Je vais vous parler du climat, mais sous un aspect qui m'a beaucoup plu, que je travaille depuis quelques mois, c'est reprendre un peu toute l'histoire des découvertes qui ont amené aux connaissances actuelles sur le changement climatique. Et donc on ne va pas reparler du dernier rapport du GIEC, groupe 1, 2, 3, comme j'ai pu le faire les fois d'avant. Là, je vais plutôt faire un petit bond dans le passé et voir d'où on vient sur ces questions de climat. Je démarre avec cette image qui est l'intervention de James Hansen devant le Sénat américain en 1988. Alors on est vraiment, je pense que ce moment, il peut illustrer le point de bascule entre un niveau de connaissance suffisamment des scientifiques pour dire maintenant on bascule dans le monde, dans l'agenda politique, il faut que les politiques s'emparent du sujet. Voilà, je passerai ça à peu près en 88. Et à ce moment précis, puisqu'il est assez symbolique, donc il y a une grosse canicule aux États-Unis. Ça fait plusieurs mois qu'il fait vraiment, vraiment très chaud, largement au-dessus des normales saisonnières. James Hansen est auditionné par le Sénat. On lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal cette canicule? Et là il dit pour moi à 99% de chance, pour moi c'est important, à 99% c'est pas un accident climatique normal, c'est plutôt l'illustration d'une tendance de fond au réchauffement. Comment est-ce qu'en 1988, alors que le GIEC est juste en train de se former, comment est-ce que James Hansen peut affirmer ça? Qu'est-ce qu'on a comme connaissance finalement à ce moment-là pour dire qu'il y a un lien entre les activités humaines et le réchauffement climatique? Donc juste après ça, quand je vous dis que ça a été un point de bascule vers l'agenda politique, le GIEC se crée à cette année-là. Le premier rapport du GIEC sort en 90, le sommet de la Terre à Rio, le troisième sommet de la Terre qui a lieu à Rio en 92, est le moment où on crée la CNUC qui gère les négociations internationales, et on a la première COP 2-3 ans après, jusqu'à la 21e COP à Paris, l'accord de Paris, et puis les suivantes. Donc voilà, on est vraiment rentré dans l'agenda de la discussion politique sur le climat dans la foulée de cette date de 88 avec Rio et la CNUC. Donc voilà, on va refaire un petit flashback en arrière jusqu'au 19e siècle pour comprendre tous les premiers à avoir compris des choses sur le climat. Déjà, l'effet de serre lui-même, je vous rappelle vite fait, mais vous connaissez très bien le principe, le soleil envoie de l'énergie sur la Terre, rayons lumineux et ultraviolets, qui en réfléchit 31% via l'albédo. Et comme la Terre est un corps chaud avec à peu près 15 degrés, elle émet un rayonnement infrarouge qui rencontre sur son chemin des molécules qui ont plus de 2 atomes, qui vibrent sur elles-mêmes et qui sont capables de renvoyer la lumière aussi bien vers le haut que vers le bas. Et grâce à cet effet de serre, on a une planète qui est à peu près 15 degrés, sinon elle serait à moins 18 degrés. Donc c'est quelque chose d'important, de naturel et d'indispensable à la vie sur Terre. Le premier à avoir mis en lumière ce principe, il s'appelle Joseph Fourier, donc vous le connaissez, et il a joué dans des séries connues, hein, les séries de Fourier. Et en 1824, il affirme, d'après mes calculs, s'il n'y avait pas une espèce de phénomène un peu comme un double vitrage au-dessus de la Terre, la température, d'après ses calculs, la température sur Terre serait beaucoup plus froide. En effet, c'est les moins 18 degrés dont je parlais, c'est ce qu'on arrive à calculer s'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre. Donc il dit, d'après mes calculs, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui permet de garder de la chaleur sur la Terre. Alors plus tard, il y a un autre scientifique irlandais qui s'appelle John Tyndall et qui a fait un protocole expérimental pour calculer le pouvoir d'absorption de la chaleur de certains gaz. Alors il a fait ce dispositif, il a mis en place ce dispositif expérimental avec un tube d'1 mètre de long comme ça, dans lequel il peut faire le vide, mettre un gaz, refaire le vide, mettre un autre gaz, etc.
Et il s'est amusé à mettre de l'oxygène, bon il ne se passe rien, de l'hydrogène, il ne se passe rien, de l'azote, ok. Puis à un moment donné, entre deux manips, il fait une erreur. Alors là, au fait, d'un côté, il y a une source de chaleur avec benzène et puis de l'eau qui bout. De l'autre côté, il y a un capteur thermique avec un thermocouple pour mesurer la chaleur qui est transmise à travers le gaz. Et puis à un moment donné, il fait une erreur de manip, il y a de l'air du labo qui rentre dans le tube. Et là, du coup, il voit une grosse absorption d'énergie par ce qui est dans le tube. Alors c'est de l'air du labo, et en fait, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans cet air, puisqu'il y a de l'eau qui bouge juste à côté. Donc voilà, il met en lumière, un peu par accident, que la vapeur d'eau absorbe le rayonnement de chaleur infrarouge. Alors il continue avec plein d'autres vapeurs, de plein de choses, et puis il teste d'autres gaz, dont le CO2, voilà, accessoirement. Et donc en fait, en 1860, grâce à lui, en 1860, on sait que le CO2 absorbe une partie d'un rayonnement infrarouge qui le traverse. Et on sait combien. Plus tard, fin du XIXe siècle, Svante Arrhenius, qui est suédois, travaille également sur l'atmosphère, et lui il se pose la question suivante. Il se dit, bon, on est en Suède, il fait froid. En plus, les géologues viennent de comprendre, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, les géologues viennent de comprendre que la Terre a connu des périodes glaciaires et interglaciaires. Ils ont plus ou moins des dates, pas aussi précises qu'aujourd'hui, mais ils ont des dates quand même sur le fait qu'à telle période il faisait froid, il y a des restes de sédiments, de ce que les glaciers ont pu transbahuter comme cailloux, etc. Donc voilà. Et les géologues sont également en mesure de dire que le dernier interglaciaire a duré à peu près 10 000 ans. Et comme ça fait 10 000 ans qu'on est dans un interglaciaire, on est probablement à la veille d'une nouvelle glaciation. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, mais à l'époque, c'est ce qu'on pensait. On se disait, bon, si on est à la veille d'une nouvelle glaciation, la Suède va se retrouver vraiment sous la neige, sous la glace. C'est pas cool. Donc il se dit, je vais essayer de calculer la variabilité climatique, c'est-à-dire si on double le CO2, de combien la température va augmenter sur Terre. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'il se plante sur la méthode, mais il trouve à peu près le bon résultat. Aujourd'hui, on estime la variabilité climatique à 3 degrés à peu près, mais avec une vraie grosse plage d'erreur. Et à l'époque, lui, il trouve 4 ou 5 degrés, je ne sais plus. Voilà. Donc il trouve quand même le bon ordre de grandeur, c'est pas mal. Et la deuxième question qui se pose, c'est avec tout le charbon qu'on brûle en ce moment, en combien de temps on va réussir à réchauffer la Terre? Et très sérieusement, à ce moment-là, tous les scientifiques qui se posent cette question se disent que ce serait une bonne chose, parce que ça pourrait augmenter les rendements agricoles. Et c'est vrai que cette latitude, ça augmente les rendements agricoles de gagner 1 degré. C'est vrai. Et même vraiment, donc début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, les scientifiques envisagent vraiment d'un bon oeil qu'on puisse réchauffer la planète un petit peu. Et alors, donc il fait ses calculs, et là il est très déçu parce qu'il trouve qu'il faudra 3000 ans pour arriver à réchauffer un petit peu la planète. Ce qu'il n'avait pas imaginé derrière, c'était l'explosion démographique, les 30 glorieuses, le pétrole, le charbon, tout ça. Voilà, mais donc à l'époque, il avait fait une bonne approche de la variabilité climatique, qui est une notion très importante. Alors, plus tard, on a un scientifique qui s'appelle Charles Keeling et qui, lui, est intéressé par la mesure du CO2. Alors, je ne pense pas qu'il se pose tellement des questions de changement climatique à ce moment-là. C'est juste son dada. En fait, il aime bien faire des balades en forêt. Et et puis, du coup, il emporte des petits ballons comme ça qui sont des échantillons, des petits ballons sous vide d'air. Il prend un peu d'air dans la forêt à plusieurs heures de la journée pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Et il a surtout inventé une machine à mesurer très précisément le CO2, ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce moment-là. Les mesures étaient souvent beaucoup moins précises. Donc lui, il fait une machine qui est très précise sur la quantité de CO2. Il observe d'ailleurs dans la forêt que la quantité de CO2 varie dans la journée et qu'il y a des moments dans l'après-midi où la photosynthèse marche plus et du coup le taux de CO2 descend, et puis plus tard dans la nuit, il y a la respiration des plantes qui fait que ça remonte. Et quel que soit l'endroit où il fait ces mesures, dans n'importe quelle forêt du monde, en fait, il se rend compte qu'il y a un moment dans la fin d'après-midi où la concentration est toujours la même. L'amplitude peut varier suivant les endroits, mais il y a une espèce de constante dans tous ces lieux d'observation qui est aux alentours de 310 ppm. Et là, il se dit, mais est-ce que ça, ce serait pas ce qu'il appelle, lui, la concentration de l'air libre, c'est-à-dire en dehors de la forêt, en dehors de l'effet photosynthèse, puits de carbone ou respiration des plantes, dans la haute atmosphère, est-ce que ce ne serait pas la concentration moyenne, finalement, du CO2 sur la Terre? Et alors, il obtient un budget
l'année mondiale de géophysique en 1957. Alors c'est intéressant, on en reparlera de cette année de la mondiale de la géophysique. En 1957, il obtient un budget pour faire cette expérience et aller installer son matériel en plein milieu de l'océan Pacifique, loin des sources et des puits de carbone, sur l'archipel d'Hawaï et sur l'île de Mauna Loa. Donc là, à flanc de volcan, il installe son laboratoire et on va faire pour la première fois des mesures du CO2 qui devraient être représentatives de la concentration moyenne sur Terre. Et on est en 1958, ça n'a jamais été fait, en tout cas pas avec ce niveau de précision. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la chose suivante. Première mesure, on est à 316 ppm. Et puis il obtient un point, donc les semaines qui suivent, ça augmente un petit peu, puis ça stagne. Après, il y a des problèmes de matériel, ils ont plus d'électricité, ils arrêtent les mesures pendant quelques semaines. Ils sont au bout du monde, hein, ils sont sur une île paumée. Jusqu'à ce que ça remarche, donc ils reprennent les mesures, voilà, maintenant ça descend, alors ça repète le matériel, et puis après ça remonte, il ne comprend rien. Été 58-59, Charles Keeling se dit mais c'est n'importe quoi, mes mesures elles sont ni queue ni tête, jusqu'à ce qu'il arrive à faire un cycle complet, à extrapoler, et là il comprend qu'il vient de voir en fait le cycle du carbone, non pas à l'échelle de la journée comme il l'avait vu dans les forêts, mais à l'échelle de l'année. Ce qu'il observe ici, ces vagues qu'il observe, c'est le grand cycle du carbone sur Terre, c'est-à-dire l'absorption par la photosynthèse de 100 gigatonnes de carbone chaque année, puis le relargage par les feuilles qui tombent et qui pourrissent, la respiration des fleurs et des animaux, des plantes et des animaux et nous-mêmes hein, quand on respire. C'est également 100 gigatonnes de carbone qui repartent dans l'atmosphère. Alors avec évidemment une absorption de la photosynthèse qui est plus importante au printemps dans l'hémisphère nord, et comme il y a plus de terre dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, ça prévaut sur ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Donc voilà un peu ce qu'il a découvert avec cette première mesure. Mais ce n'est pas la seule découverte qu'il a faite. Au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, il voit que cette oscillation, elle perdure, elle a bien lieu chaque année, mais il remarque également que ça augmente et ça descend, mais ça descend un petit peu moins que c'est monté chaque année. On gagne 1 ppm par an. Donc au bout de 2-3 cycles, il a la certitude que l'augmentation moyenne de CO2 augmente dans l'atmosphère. Et ça, évidemment, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on émet du CO2 parce qu'on brûle des énergies fossiles. Hein. Depuis Svante Arrhenius, on se posait la question. D'après Svante Arrhenius, on n'en faisait pas assez. Mais on sait qu'on brûle du CO2 et donc là on a maintenant la preuve que ça s'accumule dans l'atmosphère. Parce que ce n'était pas sûr en fait. À l'époque de Svante Arrhenius, les scientifiques se posaient la question est-ce qu'on peut modifier la composition de l'atmosphère? Il y en a beaucoup qui disaient non, tout sera absorbé par l'océan. Donc on peut mettre autant de CO2 qu'on veut, tout sera absorbé par l'océan. Là maintenant, on sait qu'une partie reste dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on sait qu'un quart va dans l'océan, un quart est absorbé par la photosynthèse, et il reste la moitié dans l'atmosphère, pour faire des chiffres ronds en tout cas. Voilà, donc on gagnait à ce moment-là 1 ppm par an, aujourd'hui on gagne 2 ppm par an. Yes. Donc l'explication c'est la suivante, on a notre cycle ici naturel de respiration, et puis nous on met aujourd'hui, ça c'est les chiffres actuels, on met 10 gigatonnes dans l'atmosphère. La nature est sympa, elle en reprend la moitié, et l'autre moitié va se retrouver dans l'atmosphère et va y rester pendant des siècles. C'est d'où le problème du changement climatique, et donc on a cette courbe qui oscille chaque année à cause de ça. Voilà pour sa découverte. Et ça on le doit donc à Charles Keeling un peu après le milieu du XXe siècle. Donc c'est quand même assez récent comme découverte. Avant cette date-là, on ne connaissait même pas la concentration moyenne du CO2 dans l'atmosphère. Alors je vais vous parler d'un autre de ses contemporains qui s'appelle Claude Lorgus. Lui, il est français. Et il est en 1957, lui aussi, il bénéficie de cette année mondiale de géophysique. Et il a 23 ans, il part en Antarctique pour faire une mission d'1 an dans la base Charcot, une base française. Alors la base Charcot, c'est un espèce de trou à rats en plein milieu de la glace sur un glacier, sur la calotte glaciaire de l'Antarctique.
Donc il faut plusieurs semaines pour arriver sur place, avec des espèces de chars qui vont sur la glace. Ils sont 5 ou 6 à aller sur place, ils sont 3 à rester pour l'année pour l'hiver qui va suivre. Et donc il y va en été, au mois de décembre, donc il y va en été pour passer un an sur place. Donc ils sont 3 à vivre un an dans quelques mètres cubes, quelques mètres carrés, et ils sortent une fois par jour pour aller faire quelques mesures, voilà, pour se réchauffer. Vous avez une idée de la température qu'il fait en Antarctique? Moins 30, moins 40, qui dit mieux? Moins 70, on n'y est pas encore. Les records, c'est à Vostok. Moins 90, ouais. Alors le record homologué, c'est moins 89,7, je crois, homologué, mais un jour, il y a un mec qui a vu moins 90 sur le thermomètre. C'est fou. Donc, bon, lui, il n'est pas à Vostok, mais enfin, il devait quand même bien faire froid en hiver. Donc après un an en Antarctique, il revient en France, pas découragé, il repart plus tard pour une autre mission avec les Américains, et puis il démarre sa carrière finalement de glaciologue. Et notamment, il étudie la glace, les cristaux de glace, et il s'intéresse aux isotopes de l'hydrogène, et il mesure la quantité la proportion deutérium dans les atomes d'hydrogène. Voilà. Et il constate que la quantité de deutérium varie en fonction de la température qu'il faisait quand la neige est tombée. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, il se dit, on va pouvoir, en faisant des carottages dans la glace, on va pouvoir comprendre, déterminer quelle était la température sur Terre au moment où la glace s'est formée, y compris il y a très longtemps, y compris dans des carottes très profondes. Donc il revient en Antarctique avec une mission où là pour le coup c'est lui qui la monte et c'est lui qui est le chef de l'expédition, une mission qui a pour but d'aller faire des trous dans la glace pour mesurer la température dans le passé. Alors il n'y a pas que la température, quand on creuse dans la glace, on peut voir des traces des essais nucléaires de 1950-60, on peut voir les traces de l'éruption du volcan Tambora en 1810, enfin on voit plein de choses quand on creuse dans la glace. Mais donc, avec ses équipes, je suis désolé, j'ai mis la photo d'un mec qui fait un trou dans la banquise à 20 cm, alors que un vrai carottier, c'est un instrument immense avec un gros rouleau de câbles pour descendre et remonter le truc 10 000 fois, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, là, c'est un petit échantillonneur de rien du tout. Mais bref, avec son équipe, ils font des vrais travaux de carottage et ils arrivent à remonter un petit peu dans le temps et tracer la température jusqu'il y a 40 000 ans. Le carottier arrive à, je sais plus, à 600 mètres, je crois, de profondeur, et là on estime qu'il ne tiendra pas le coup, on arrête la mission parce qu'on a peur de le casser, et si on le casse, il va rester au fond, et c'est un peu dommage. Bon, un peu frustré, mais ils ont quand même 40 000 ans d'archives dans les bagages, donc ils vont pouvoir tracer cette courbe, et c'est pas mal. Il va se passer deux choses. D'une part, Claude Lorius a envie d'aller plus loin et de remonter jusqu'à la dernière période interglaciaire, parce que là, il n'a pas le cycle entier. Il a juste une déglaciation, il n'a pas une entrée en glaciation. Il aimerait pouvoir étudier vraiment le cycle complet. Et alors, il se passe un truc rigolo. Il y a un soir, il y a un des collègues australiens qui débarque dans l'équipe, et puis pour fêter ça, on va ouvrir une bonne petite bouteille de whisky. Et ce jour-là, ils en ont chié avec le carottier, il en a fait voir de toutes les couleurs, et Claude Lorius prend la dernière carotte qui est sortie, il prend un glaçon dedans et il dit voilà, fuck la carotte, je me prends un glaçon de 10 000 ans d'âge dans un whisky de 18 ans d'âge, c'est pas mal. Voilà. Et il a son verre de whisky, il fête l'arrivée du pote australien qui les a rejoints, et là, Claude Lorius regarde le glaçon, il voit des petites bulles qui sortent du glaçon, et là il se dit mais ces petites bulles, c'est de la glace, c'est de l'air qui s'est fait emprisonner dans la glace il y a 10 000 ans. Si j'arrive à isoler suffisamment d'air dans ce glaçon, en faisant fondre ce glaçon, je vais pouvoir avoir la composition de l'atmosphère de l'époque, y compris le CO2. Et donc ils sont partis sur ce projet-là. Au moment où il a cette intuition, il va falloir 10 ans avant qu'ils aient effectivement les courbes de CO2 de façon expérimentale correcte, parce que c'est des toutes petites quantités d'air qu'il va falloir récupérer, puis surtout il va falloir qu'ils trouvent des carottes qui vont plus loin que
les 600 mètres qu'ils ont fait jusqu'ici. Donc pour ce qui est du CO2, ben, il va se passer un certain temps avant qu'on arrive à mettre en place les protocoles expérimentaux. Et puis pour ce qui est de creuser plus loin, là il a une idée. Pendant l'année mondiale de géophysique, en 1957, il s'était fait des potes chez les scientifiques russes. Et les Russes, en 1957, ont monté une base à Vostok, à 1500 km du littoral, vraiment en plein milieu de l'Antarctique. Je crois que c'est la base la plus dans les terres en Antarctique. C'est là où il y a les records de température du monde. Et sur la base de Vostok, les Russes font aussi des trous dans la glace. Ils avaient envie justement de remonter au-delà de la première période, au-delà de la période interglaciaire actuelle, hein, jusqu'à la période glaciaire précédente. Et puis donc ils ont fait ces trous, puis après ils ont continué à creuser pour aller encore au-delà. Et ils ont chez eux, au moment où Claude Lorius leur rend visite en secret, ils ont 2000 mètres de carottes de glace. Et puis les scientifiques ont fait ça proprement, ils ont mis ça dans des racks, ils les ont gardés, on ne sait jamais. Ils les ont gardés, bien rangés, bien numérotés, 2000 mètres de carottes glaciaires, stockées à moins 50, tranquille, elles ne vont pas fondre. Et là, il se dit, voilà, génial quoi. Donc, il monte une opération, une grande collaboration scientifique internationale avec les Russes, les Américains et les Français, en pleine guerre froide, il faut quand même le rappeler. Donc, c'était un truc, il ne fallait pas en parler trop autour de soi. Mais voilà, les scientifiques ne font pas de politique, pour eux c'est pour la science, et donc les Russes fournissent les carottes, les Américains organisent la logistique pour ramener ça en transport frigorifique jusqu'à Paris, et les Français font les analyses à Paris et à Grenoble pour voir d'un côté la température avec le thermomètre isotopique de Claude Lorius, et d'autre part le CO2 dans les laboratoires qui sont spécialisés là-dessus. Et grâce à ce travail, on a pu sortir cette courbe qui est dans le premier rapport du GIEC, qui remonte que jusqu'à 160 000 ans en arrière, voilà, 160 000 ans. Donc aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, mais premier rapport du GIEC, on a cette courbe-là. 160 000 ans, et on voit la température et le CO2 qui sont complètement parallèles. Et on se dit, voilà, il y a un lien entre le CO2 et la température. Voilà un peu à quoi aboutit le travail de ce scientifique français. Et puis sur cette idée d'aller chercher le CO2 déjà dans la glace, le mesurer, et puis d'aller monter une opération d'ampleur avec les Russes en pleine guerre froide. C'est grâce à cette collaboration scientifique qu'on peut avoir ce graphe dans le premier rapport du GIEC. Mais alors, question. Ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui déclenche ces oscillations en fait? Qu'est-ce qui déclenche ces variations? Parce que c'est pas si évident que ça, c'est pas dû au CO2 parce qu'il n'y a pas de raison que le CO2 varie à l'époque, ça peut être dû à la température, mais il y a des questions du coup, qu'est-ce qui l'a fait varier? Et pour comprendre tout ça, il faut remonter un demi-siècle en arrière avec quelqu'un dont vous connaissez le nom, Milutin Milankovitch, et je vais vous raconter un peu son histoire parce que c'est rigolo. Il a commencé sa carrière, il a fait sa thèse déjà pour commencer, il a fait sa thèse sur un truc un peu bizarre, un peu nouveau à l'époque, qui s'appelle le ciment. L'objet de sa thèse c'était, est-ce que le ciment est adapté à la construction? La réponse était oui. Alors de fait, il a fait une carrière dans le génie civil, il a fait des ponts, des barrages, il a déposé plein de brevets. Il a d'ailleurs déposé des brevets qui ont bien marché, et financièrement ça allait bien pour lui. Au point qu'il s'est dit, bon, financièrement ça va, je vais pouvoir me nourrir un peu intellectuellement, et il a accepté de prendre la responsabilité d'une chaire académique qui va traiter de mathématiques appliquées à l'université de Belgrade. Donc il va bosser sur la logique, la mécanique céleste et la physique théorique. Là-dessus, il se marie, et pas de bol, pas parce qu'il s'est marié, mais pas de bol, il fait son voyage de noces en fait en Autriche-Hongrie, donc j'ai oublié de vous dire, il est serbe. Il est serbe, il habite à Belgrade, et il fait son voyage de noces en Autriche-Hongrie en 1914. Et en fait, c'était pas une bonne idée de faire ce voyage cette semaine-là, parce que c'est justement le moment où la guerre éclate, et il est fait prisonnier en Autriche-Hongrie. Bon, c'est parti pour quelques années au trou, il fait jouer ses relations, et en fait, il réussit à être mis en contact avec le directeur de la bibliothèque de l'Académie des sciences de Budapest, qui est mathématicien, qui est trop content de voir arriver un peu matière grise chez lui, et qui lui dit, mon cher ami, vous n'allez pas aller en prison, écoutez, vous allez faire votre détention dans la bibliothèque, ainsi que dans l'Institut central de météorologie. Bon.
Alors, ça tombe bien parce que dans la chaire que dirige Milankovitch, il y avait justement un des sujets qui était sur la table, c'était ces histoires de glaciation et de déglaciation. Parce qu'il y avait déjà des scientifiques qui s'étaient posé la question, et pour l'instant ils tournaient un petit peu en rond. Il y avait plusieurs hypothèses. Il y avait l'hypothèse des causes astronomiques, mais elle n'était pas celui qui l'avait énoncé. Il avait proposé une formulation avec un truc qui se passe en hiver. Le problème, c'est que ça ne collait pas à la réalité. Donc, à cause de ça, en fait, cette théorie a été mise de côté, enterrée, et on ne voulait plus entendre parler d'une explication, euh, comment dire, astronomique des glaciations et des déglaciations. Mais ce sujet est resté sur la table. Donc, il va passer 4 ans de la guerre enfermé dans cette bibliothèque à faire des calculs sur notamment le climat des autres planètes. Et puis, il va également faire des calculs par la suite sur les variations de l'orbite terrestre, donc la précession, la direction, l'axe de rotation de la Terre. La direction de l'axe de rotation de la Terre peut varier, ça fait un cône comme ça décrit un cône. La Terre tourne un peu comme une toupie autour de cet axe. Et donc il reconstitue les variations de la précession au cours du passé. Il reconstitue également l'obliquité qui peut varier entre 21 et 24 degrés et demi. Il regarde les variations de l'excentricité qui varie entre 0 et 0,016 je crois. C'est très faible, mais à certains moments la Terre est quand même une trajectoire légèrement ovale, avec quand même jusqu'à 3% d'écart entre la distance. Même plus que ça, quelques pourcentages d'écart entre la distance Terre-Soleil. Et il va reconstituer avec ces 3 courbes, donc ces 3 variations qu'on appelle les cycles de Milankovitch aujourd'hui, il va reconstituer la chose suivante. Pardon, je vais dire, voilà. Donc il met la précession sur un graphe, l'obliquité, l'excentricité, et lui il calcule ça. Il a une intuition, il va calculer quel est le forçage radiatif, quelle est la force du Soleil dans le 65e parallèle nord en été. C'est très précis. Alors pourquoi? Parce qu'il a l'intuition suivante. C'est sa proposition pour expliquer les périodes glaciaires interglaciaires. À ce moment précis de l'année, donc on va parler par exemple de la dernière déglaciation, à un moment précis dans la vie de la Terre, il y a un peu plus de Soleil dans l'hémisphère nord au niveau du parallèle 65 en été. Alors évidemment, tout ça sera compensé par un peu moins de soleil à un autre moment. C'est obligé, tout ça c'est symétrique. La quantité globale que la Terre reçoit du soleil, la quantité globale d'énergie que la Terre reçoit du soleil, elle est toujours la même. Avec l'excentricité, elle varie très légèrement. C'est vraiment infime. Donc toute modification de l'insolation à un moment donné ou à un endroit donné sera compensée par le contraire 6 mois après ou dans l'hémisphère opposé. N'empêche que si on chauffe légèrement plus la Terre en été, au niveau du parallèle 65, si vous regardez, il y a l'Islande, pas le Groenland, mais la Scandinavie, toute la Russie, l'Alaska, il y a pas mal de terre. La même chose dans l'hémisphère sud, on est au bord de l'Antarctique, il n'y a pas vraiment de terre. S'il se passe ça, on va faire fondre la glace et la neige dans ces zones-là. Si on fait fondre la neige, il y a un effet sur l'albédo, qui fait que ça va absorber plus d'énergie et ça va se réchauffer. Alors si on chauffe la Terre, ça fait fondre la neige. Donc il y a une boucle d'amplification ici. Et alors il se trouve que, donc là on a l'explication d'une variation de la température sur Terre déjà. Il se trouve que si on chauffe la Terre, le CO2 va ressortir de l'océan. C'est très lent, ça met 800 ans, mais la capacité de l'eau à contenir du CO2 dépend de la température. Et plus il est froid, plus l'océan est froid, plus il contient de CO2. Plus il se réchauffe, plus il va le relarguer. Donc là, on se réchauffe, et en 800 ans, avec un temps caractéristique de 800 ans, le CO2 va retourner dans l'atmosphère. Et il se trouve que le CO2 est un gaz à effet de serre, donc avec une constante de temps beaucoup plus rapide, il va avoir un impact sur la température. Voilà l'explication de Milankovitch, et il va la publier en 1924 dans un article avec des potes à lui, dont un s'appelle Wegener. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur Wegener? C'est celui. C'est la dérive des continents, pour être précis.
il a développé la théorie de la dérive des continents et on lui dit non mais n'importe quoi, range ton truc. À part que 50 ans plus tard, on a découvert la tectonique des plaques qui validait la dérive des continents et Wegener n'a pas eu l'occasion de voir de son vivant valider sa théorie. Milankovitch, c'est exactement pareil. Le pauvre, il va publier cet article. Ça va passer complètement inaperçu et il va falloir attendre notamment les travaux de Lorius pour valider, puisque ça c'est ce qu'il a calculé avec ses petits doigts. Et voilà ce qu'on a dans les années 70-80 avec les travaux de Claude Lorius. C'est un truc qui colle vachement bien au calcul de Milankovitch et cette insolation dans l'hémisphère nord. Et aujourd'hui, c'est la seule explication la plus probable, quasi validée, des périodes glaciaires et interglaciaires. Pourquoi c'est important cette explication-là? Parce que ça permet de valider sur le passé les modèles climatiques qu'on a mis en place aujourd'hui. Et c'était très important de pouvoir les calibrer, notamment le rôle du CO2, la variabilité climatique dont je vous parlais, qui a été approchée par Svante Arrhenius, qui reste avec une grosse incertitude aujourd'hui, avec une gaussienne d'incertitude assez large, n'empêche que sans un travail sur le passé, on était beaucoup moins capable d'affiner les modèles et d'affiner la valeur de données comme la variabilité climatique. Dernier point, il va falloir également qu'on en sache plus sur l'évolution récente de la température sur Terre. Et il se trouve que ça, c'était le boulot de James Hansen et de son équipe. Depuis les années 1980, ils ont fait un travail de statistique pour savoir si, oui ou non, les données de l'ensemble des stations météo du monde permettent de déterminer la température de la Terre. C'est pas sûr, parce que des stations météo, il n'y en a pas partout. Alors il en manque notamment sur l'océan, en Antarctique, il y a des endroits, des grandes surfaces sur Terre où il n'y a pas de station météo. Mais la question de savoir si les échantillons de température qu'on a via ces stations météo sont suffisants pour pouvoir extrapoler et dire, voilà, la température de la Terre, c'est tant de degrés. Et c'est un travail, pas de météorologue, mais de statisticien. On a un échantillon et on voit si on enlève des points, est-ce que ça reste robuste et tout, et est-ce qu'on peut se permettre d'extrapoler ou pas. Et leur conclusion, c'est que oui. Oui, on est capable d'extrapoler les données et d'avoir une vision claire de la température sur Terre. Alors, il faut distinguer deux choses. La température elle-même, j'ai l'impression qu'il y a de l'ordre de 2 degrés d'incertitude, parce que j'ai déjà entendu des chiffres autour de 13 degrés et jusqu'à 15 degrés. Je ne connais pas la valeur exacte, mais c'est possible qu'il y ait une incertitude assez importante. Entre la valeur absolue et la variation, là par contre, on sait que c'est pas du tout la même chose. On peut connaître avec précision les variations sans connaître avec précision la valeur absolue. On n'a pas besoin de connaître les deux valeurs avant-après pour déterminer le delta en faisant la soustraction. C'est pas comme ça que ça se passe. Là par exemple, vous ne savez pas exactement quelle est l'altitude à laquelle on est. Paris c'est 50 et quelques mètres, ici il faut ajouter quelques dizaines de mètres. Donc, là je ne sais pas exactement à quelle altitude je suis, je sais par contre que si je monte sur la table, je vais gagner exactement 40 cm. Donc je n'ai pas besoin de connaître mon altitude pour calculer ma variation d'altitude quand je fais ça. Donc c'est pareil pour la température. C'est pour ça d'ailleurs que souvent vous avez des graphiques avec un 0 quelque part, hein. C'est pas 0 degré, c'est 0 qui était c'est la moyenne par exemple de la courbe ou la moyenne sur une période donnée. Et donc en 1980, Hansen, avec son équipe, commence à tracer des courbes comme ça de la température sur Terre. Bon, on voit que ça augmente un petit peu, mais enfin c'est pas bien net. Hein. Quand il fait son oral devant le Sénat, on est en 88, voilà où on en est. Ouais, ça augmente un petit peu. Alors depuis, on a fait ça. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus net. Mais si on revient en 88, fallait quand même les avoir bien accrochés pour dire il y a un réchauffement global. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de le dire. En 88, n'empêche que sur la base de ça, de cette augmentation récente, il affirme devant le Sénat qu'on a un problème sur le climat. Et ben en fait, oui, c'est la fin de mon histoire, voilà. Et grâce à ça, on bascule vers le GIEC,
la COP21 et la suite, et puis l'agenda politique qui va s'en suivre. Voilà, bah, je vous remercie pour...